Maintenant, on a appris que le stade général Mathieu Kérékou a été déclassé parce que les Guépards ne peuvent plus accueillir leur match à domicile. Mais on sait que dans un passé récent, le gouvernement a investi environ 13 milliards pour rénover ce même stade. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Vigile, pour qu'aujourd'hui, à peine un an ou bien après la rénovation, ce stade n'est plus capable d'accueillir les matchs officiels des Guépards? 3 ans après la rénovation, j'aurais souhaité que vous posiez la La question en question. premier à le Ouais, on peut sportif. commencer par Arimi, il n'y a pas de souci. Arimi, il Le peut aller départ d'abord et puis devant après. mais le sujet n'est pas tout à fait sportif, donc je peux m'y hasarder. Et en disant, mais attendez, d'abord 13 milliards pour une rénovation, même si cela avait été bien fait, je trouve quand même que ailleurs, 13 milliards, on peut construire 2 stades. Donc je trouve que c'est trop. 13 milliards déjà, puisque ça a pu construire 2 stades à Accra à côté, à moins qu'on nous dise que c'est le contraire. Arimi était quand même en 2008, si je me trompe, à Accra pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a qu'à nous À dire, à Koumassi. Accra, à Koumassi, bon, voilà. Donc, ça a construit 13 milliards, ça a construit quand même un stade. Donc, on ne peut pas rénover un stade à 13 milliards. Bon, mettons, cela a été fait au Bénin. Ils ont mis de l'or dans tout le stade. C'est pourquoi ça a coûté 13 milliards. Mais alors, si, eh bien, depuis que ce problème a été soulevé par la CAF, heureusement, parce que si c'était entre nous, comme on dit au Bénin, peut-être on n'aurait rien su à ce jour. Une histoire du genre qui avilit, de mon point de vue, la rupture, le pouvoir de Patrice Talon, mais je ne vois pas les acteurs se dépêcher pour poser les bons actes, les bons gestes en de pareilles circonstances. Les bons gestes, qu'est-ce que c'est? Interpeller les uns les autres. Qui a gagné le marché? Qui a pris le marché? Qui l'a exécuté? Mais c'est qui les structures de contrôle? Comment ça a fonctionné? Parce que, disons, les gens ont pu gagner le marché, ils ont exécuté cela n'importe comment. Mais il a une structure de contrôle d'abord avant qu'on le réceptionne. Et ça, ce sont les agents de l'État, ou du moins, c'est une structure, en tout cas, commise par l'État qui a pu réceptionner. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi juste là, il n'a rien? Ailleurs, on aurait relevé ces responsables-là de contrôle, d'abord, interpeller les entreprises. C'est entraînant les pas que vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndéné nous dit que non, ce sont les Chinois qui ont fait ça. Vous savez que c'est eux qui ont construit le stade, non? Ah ben dis donc, ça veut dire qu'ils nous cachent quelque chose. Quand on commence à parler comme ça, on commence à être là comme ça, dans la réaction, et pour donner ce genre de justification, ça veut dire qu'il faut beaucoup fouiller. Il a quelque chose qui est caché en dessous. Parce que les Chinois exécutés, j'ai dit tantôt, est-ce que ce que la CAF dit, elle raconte n'importe quoi? Non. La CAF est allée jusqu'à donner avec précision les malfaçons qui se retrouvent aujourd'hui dans le stade, n'est-ce pas? Et donc, vous ne faites rien. Cela cache, de mon point de vue, hein, cela n'engage que moi, le fonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui sur les attributions de marché, les exécutions, qui sont ceux qui gagnent, les quelques-uns qui gagnent aujourd'hui de marché. Quand on traîne du moins à dire les choses telles qu'elles sont, à faire les choses telles qu'ils ont l'habitude de faire, n'est-ce pas? Eh bien, il sent bien qu'il a à voir. Moi, je laisse Arimi, c'est lui qui est tout le temps au stade, dans les stades, et qui est donc dans le milieu, il en dira mieux. Oui, ouais, toujours sur la même question, Arimi. Un stade remis à 9 à 13 milliards. Est-ce que vous comprenez les raisons évoquées par la CAF pour interdire les matchs officiels des Guépards actuellement? Non, c'est même pas là le plus choquant dans l'histoire, puisqu'on a déjà consommé. 13 milliards ont été dépensés depuis 3 ans. On était même fiers d'accueillir une compétition africaine, le match, une finale de la Coupe CAF à Cotonou. On était fiers de l'accueillir. Il y avait toute la presse, enfin, tous les sportifs. Euh,
en matière de football africain était focalisé sur le Bénin. Il y a même des pays qui avaient des difficultés avec leur stade et qui sont venus au Bénin jouer. On avait la fierté. Donc, on a passé l'étape de 13 milliards. Mais ce qui est choquant, c'est d'aller faire jouer. Moi, je dis les écureuils guépards, hein, que c'était les écureuils, c'était une autre chose. On ne nous a pas consulté avant de dire que c'est guépard. Mais pour nous, la référence, pour avoir les repères, on va continuer à dire écureuil guépard. Bon, voilà, pour ne pas fâcher les gens. Les envoyer à Abidjan pour jouer, alors qu'on aurait pu aller à Lomé tout près. Et puis, tenez-vous tranquille, euh, euh, la CAF a fait sa restauration juste après le match contre le Sénégal, c'est-à-dire les éliminatoires pour la CAN. Donc, depuis août 2023, que la CAF a fait sa restauration. Et depuis lors, le gouvernement n'a rien dit, a même déjà pris les dispositions pour qu'on aille jouer en Côte d'Ivoire. Hein, avant que même les Béninois ne se rendent compte. Et puis, ce n'est pas le gouvernement qui l'a annoncé. Hein. Je crois que c'est le sélectionneur qui, dans ses plans pour la prochaine campagne, devrait avoir des précisions, tout ça. C'est lui, à lui qu'on a révélé pour la première fois que, bon, on ne pourra pas jouer à Cotonou les matchs du Bénin à domicile, que ça va être en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est lui qui l'a révélé à un conseil de presse pour dire, bon, les matchs du Bénin ne se joueront pas. C'est un manque de respect total. Hein? C'est un manque de respect total pour les contribuables béninois. Hein? Je veux bien comprendre qu'il y a eu des difficultés. Mais puisque vous savez que ce n'est pas votre propriété privée, hein, et que c'est une responsabilité collective qui doit... Parce que quoi qu'on dise, même si on dit que les joueurs vont jouer à Kamtchaka, on va se débrouiller pour aller les supporter, même si c'est à vélo, même si c'est à pied. Et ça, c'est de notre responsabilité, mais au moins qu'on nous associe à la décision, enfin, même pas associé, mais qu'on nous informe pour dire oui. Ça. Et puis, vous savez, Julien a dit quelque chose. On dit oui, ce sont les Chinois, c'est eux qui ont construit, ils ont mis 13 milliards. Mais, donc, les Chinois étaient contents qu'on détruise la piscine olympique, qu'on mette des stands, Le palais des une sports. galerie, une galerie Palais. marchande sur le parking extérieur et intérieur. Donc, les Chinois, ils n'ont rien à dire à ce moment-là. Mais ils amènent leur argent pour réflexionner. Et nous, on peut casser. Je veux bien comprendre cette logique. Si on a la possibilité de casser des choses dans le stade et d'y mettre un marché, ça veut dire que quelque part, on a toute la souveraineté qu'il faut pour gérer le stade. Et que ce n'est pas une question de Chinois. Et si vous voyez très bien ce qui est soulevé, les questions de technique, hein, on ne peut pas me dire qu'en un an, on ne peut pas mettre un stade au nombre. Si depuis, bon, peut-être pas un an, un peu, août 2023 maintenant, et le match va se jouer en juin. Et donc, on a encore de la marge. Si c'est juste pour une question de pelouse, hein, si c'est une question de pelouse, une question de cabine de presse, une question comment appelle-t-on, d'une unité sanitaire pour pouvoir faire des premiers soins, on ne peut pas me dire qu'en quelques mois, on ne peut pas régler ce problème-là. Mais la CAF a soulevé des problèmes. Et je crois que c'est à ce niveau qu'on doit creuser. La CAF parlait de sécurité. La sécurité, qu'est-ce qui peut mettre en danger un stade si ce n'est pas les accès? C'est sur les accès qu'on est en train d'implanter des galeries marchandes. Hein? Ça dit que si on doit régler le problème de sécurité, on doit raser tout ce qui est en train d'être construit. Enfin, moi, c'est ma lecture. Peut-être que je me trompe. C'est sur ces aspects-là que la décision peine à tomber. Sinon, c'est pour dire, oui, vous avez vu même le stade sur lequel on a joué la finale de la dernière CAN, à quelques jours du début de la compétition, il y a eu un match inaugural où les gens n'ont pas pu jouer parce qu'il n'y a eu plus la veille. C'était inondé. Et en quelques jours, ça a été réglé. Et donc, si c'est des problèmes techniques, comme on est en train de nous dire qu'on est en train de prendre des mesures, et ces mesures-là, je ne sais pas combien de jours ou bien combien de mois ça devrait prendre, on est même encore, même d'ici juin, hein, on peut mettre en place, on peut régler le problème de mettre les cabines de presse aux normes, d'installer peut-être les chaises défectueuses ou des trucs. On a encore le temps pour le faire. Mais quand les gars soulignent les questions de sécurité, parce qu'en ce moment-là, et ils ont parlé de sécurité, ils ont parlé d'accès au stade. Ils ont parlé de délai de travaux. Parce qu'en réalité, quand eux ils étaient venus, il n'y avait que les encarts. Ils n'ont pas vu les constructions.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les constructions, on a juste vu les délimitations. Et donc, pour eux, il fallait savoir ce qu'ils en étaient. Est-ce que c'était pour renforcer le dispositif du stade lui-même ou il fallait mettre une galerie marchande ou bien un marché? Ah, je ne sais même pas pourquoi on est en train de mettre un marché au stade, même si on homologuait le stade avec un marché. On ne peut pas ouvrir et le marché et le stade au même moment. C'est-à-dire que pendant qu'on joue un match, on doit fermer le marché et vice-versa. Alors pourquoi les mettre ensemble alors que Le marché, les gens vont garer où? Les gens vont oui, garer où? Parce que oui, en temps normal, on avait des difficultés. En temps normal, on avait des difficultés pour garer, pour trouver de la place sur le parking, sur l'esplanade extérieure et intérieure. Aujourd'hui, une partie a été prise par les constructions. Hein, une partie est prise par les constructions. On ne sait pas très bien comment tout cela va se produire. Et je crois que c'est là où la CAF parle de sécurité, c'est là qu'il faut lire les écueils qui font qu'aujourd'hui, on nous renvoie jusqu'à. Et puis pourquoi Abidjan? Pourquoi on ne peut pas nous amener soit à Lagos, soit à à Lomé? Lomé. Hein? Bon, mais on dit, même si Lomé est hostile, mais si les supporters doivent se rendre à Abidjan, ils doivent quand même traverser tout le Togo et traverser le Ghana. On va traverser deux pays, disons trois frontières, pour aller voir un match de football. Et on prend la décision. C'est vrai que pour les officiels, ce n'est pas un problème. Eux, ils ont la mission, ils ont l'avion, ils ont tout le confort. Mais pour nous qui suivons, qui ramassions les maillots pour les joueurs, tout ça là, on fait comment? Hein? Au moins, on sait que c'est à ce moment qu'on peut avoir le contact direct avec nos joueurs. Maintenant, on les isole jusqu'à Abidjan, on ne sait pas combien euh, pourront réussir à rallier cette distance pour faire le truc. Et puis, aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression que c'est à choisir. Vous savez, un marché, c'est déjà compliqué à gérer en matière de sécurité. Un stade, n'en parlons pas. Et le Bénin fait l'invention de stade marché. Je n'ai pas compris la finale, la dernière finale. C'est ce qui s'est passé aussi au Cameroun. La finale, ça s'est joué sur un stade qui était à au moins 20, 30, 40 km de la ville pour des questions de sécurité, bien évidemment. Hein, vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a perdu un match, ce qui s'est passé dans la nuit. Tout a été vandalisé, mais heureusement que c'est très loin de la ville. Hein. Les bus qui ont amené les supporters eux-mêmes au stade ont été vandalisés. Ils étaient obligés de passer la nuit au stade eux-mêmes après avoir cassé leur propre bus. Alors, si on met déjà qu'un coup est en plein dans la ville, mais maintenant on met à l'intérieur un marché. Et moi, quand chaque fois je lis le mot sécurité dans la lettre de la CAF, moi, je vois directement le marché. Pour moi, le marché ne se conjugue pas avec la sécurité du stade. C'est l'un ou l'autre. Soit on opte pour créer notre stade de marché et utiliser ça, faire ça à usage interne, hein, ne plus participer, en tout cas ne plus organiser sur cette terre-là, cette terre de jeu, les compétitions africaines, ou enlever le marché et retrouver l'homologation. Et je n'ai pas compris, autrefois, le stade de Porto-Novo était aux normes. Je ne sais pas comment on a fait pour que ça soit déclassé aussi. Hein, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas l'entretien qui a suivi, il n'y a pas eu les investissements qui n'ont pas suivi. Il y a même eu un temps où René Pleven était homologué. Alors pourquoi on n'a pas suivi, même si les normes changent au fur et à mesure? On a eu quand même la possibilité de monter un projet de combien de stades? 20 stades, hein, et aucun 22. n'est aux normes. 22, 22 et aucun n'est aux normes. Quelqu'un se Hein, dégrade et déjà. et le seul qui est aux normes a été déclassé. C'est un gros problème. Et on se demande comment le football béninois peut se relever de cette histoire-là. Déjà qu'on est en difficulté, on peut pas me dire que nos joueurs n'ont pas besoin de leur public. Hein? L'entraîneur invoquait même la possibilité de recourir à nos sorciers. Je vois moi comment on peut les déplacer pour aller faire les miracles qu'on souhaite jusqu'à Abidjan. Hein? Au moins quand ils viennent ici, Au monde psychologiquement, nous encore. savons. Oui, quand ils viennent à Cotonou, psychologiquement, on sait qu'on est chez nous et on peut faire des choses, même si ça ne marche pas, on peut les aider et avoir la conscience qu'on a fait tout ce qu'on peut. Hein?
pour gagner et qu'on n'a pas gagné. Maintenant, s'il faut déplacer notre attirail jusqu'à Abidjan, déjà on a handicapé à ce niveau-là. Ah, je crois que le gouvernement nous a beaucoup manqué de respect, hein, dans la gestion de ce dossier. Ils ont eu l'information, ils n'ont rien dit à personne. Et ils ont même pris les dispositions pour nous créer davantage de problèmes au lieu de nous faire jouer à Lomé. Je vois quel est le problème entre le Bénin et le Togo, parce que là aussi, il faut qu'on en vienne un jour. Aujourd'hui, on a l'impression que le Bénin et le Togo ne doivent même plus rester côte à côte. S'il faut Voisin. demander à l'ONU de nous décaler, il faut De y me aller. déplacer un peu. Oui, vous ne savez pas comment ça va se passer, parce qu'aujourd'hui, ils savent que la cohabitation, elle est impossible aujourd'hui. Elle est impossible. Du nord au sud, hein, le Bénin a creusé des tranchées. Du nord au sud. Il a mis des briques. Hein. On dit on va jouer à Lomé. Je ne sais pas. Bon, parce que peut-être qu'on était très menacés. Ils ont senti qu'on serait menacé à Lomé. Mais comme disent la menace qui pèse, quand le Bénin joue même face au Togo à Lomé, on se demande si le Bénin joue à domicile. Hein. Le Bénin, l'équipe des écureuils qui arrive à mobiliser autant de supporters à Lomé que les éperviers eux-mêmes. À tous les matchs qu'on a eu à discuter, même s'il y a une grande différence de niveau entre les équipes à une époque donnée, quand il y a cette derby-là, rien qu'avec cette motivation supplémentaire que nous avons, oui, ça permet aux joueurs de tenir la dragée haute et de réaliser de belles performances. Bon, maintenant, on nous prive de ça. Je n'ai pas compris. Accra, on ne pouvait pas aller à Accra. Je peux comprendre, peut-être à cause des problèmes linguistiques ou je ne sais pas comment, mais jusqu'à Abidjan. Franchement, il y a un gros problème. Hein? Et on a pris toutes ces dispositions avant même que le public ne soit informé. Au lieu de laisser le problème à l'opinion. Mais vous savez, ça n'étonne pas. Hein? Hein, c'est aujourd'hui la pensée unique, la terreur. La fédération, elle est pratiquement, je ne sais pas, paralysée, on peut dire. Personne ne parle à la fédération. Personne. Mais auparavant, même si on leur reproche, avec tout ce qu'on leur reprochait auparavant, au moins, Pépin, on sait que chaque membre du comité exécutif ira animer sa conférence de presse pour donner sa part de vérité. Même si ça fait dans la cacophonie, on avait, dans les moindres détails, on savait exactement ce qui se passait autour de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, vous n'avez même pas la possibilité de vous présenter pour être... oui, de vous présenter aux élections à l'interne. C'est un seul candidat imposé. Tout le monde s'aligne derrière lui. Hein? Pas une seule critique. Vous ne verrez pas, on ne connaît même plus aujourd'hui les membres du comité exécutif. Avant, quand vous parlez du comité exécutif, on connaissait au moins les 5 ou 6 ténors. Hein, avant d'en rajouter quelques-uns qu'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas. Aujourd'hui, le seul qu'on connaît et qu'on ne connaît même pas, puisque lui-même on le voit très rarement. Hein, on le voit très rarement. Ceux qui ne connaissent pas de Chacus, ce n'est pas son élection qu'ils l'ont connu. Hein, puisqu'il n'y a rien à dire. Tout se fait, tout se dirige depuis la présidence. Bon, maintenant, nous sommes face aux réalités. Moi, j'attends. Hein, espérons que les performances ne suivent pas cette dévoie-là et que nous puissions nous qualifier parce qu'une troisième fois qu'on ne serait pas qualifié de façon consécutive à une CAN, à une phase finale de CAN, ça va être la catastrophe pour le football béninois tout simplement. Hein, au moins, c'était l'arbre qui cachait la forêt où on ratait un ou deux et on était présent. Et on dit, bon, de toute façon, le football béninois existe. Hein, mais là, maintenant, disparaître la phase finale de la CAN 3 fois de suite. Franchement, et puis on n'est pas bien parti. Hein? On n'est pas très bien parti. Non, c'est très compliqué aujourd'hui à gérer ce dossier-là. Il y a beaucoup de non-dits et ce n'est pas la bonne manière d'aborder cette compétition. Parlons maintenant de la répression pour non-respect du code de la route, notamment le port de casque. On a vu beaucoup de grincements dans l'opinion. Vigile, est-ce que c'est à cause des prix sur le marché ou bien qu'est-ce qui fait que les populations ne comprennent pas le bien fondé de cette mesure? Si vous avez des éléments à compléter par rapport au sujet précédent, vous pouvez y aller aussi. Non, le sujet précédent a remis, comme je le disais, c'est lui qui a l'habitude des stades. Il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel.
Pour ma part, le sujet que vous abordez à présent, c'est un sujet qui m'interpelle. Si vous êtes au Bénin, vous allez penser que le pays est désormais en guerre. La police républicaine est comme enfin, une armée qui a déclaré la guerre, n'est-ce pas, aux populations, aux motocyclistes notamment. Vous savez, la, comment dire, le port de casque ou les autres infractions que la police chasse, c'est une bonne chose. C'est pour la sécurité des populations, d'abord. Mais quand la police, pour raison de défaut de professionnalisme, de mon point de vue, eh bien, entre à présent comme dans une certaine guerre, comme je le disais tantôt, contre les populations, devient elle-même la police une insécurité pour les populations, eh bien, ça interpelle. Et je le dis, je m'en vais vous donner quelques exemples. Vous savez, la police, pour ces infractions dont on parle, quand elle n'a pas trouvé d'infraction, on a l'impression que parfois elle en invente. Il y a en tout cas des agents qui en inventent. Comment vous pouvez comprendre que la police dise que pourquoi vous n'avez pas lavé votre moto? Qu'est-ce qu'il regarde l'agent de police dans la moto est sale? C'est sa moto? Ou bien ça également, c'est une infraction contre la route? Ça là, c'est un collègue de Crystal News qui a vécu ça et qui a porté témoignage. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. D'accord? Et qui a porté témoignage. Vous avez d'autres cas comme ça, des motos garées et des engins disent, mais où est le casque de cette moto-là? Mais c'est quoi ces exagérations-là? C'est quoi ces exagérations? Et puis, la police qui prend les usagers en chasse pour non-port de casque. Tenez, M. Jules Dossou. Celui qui n'a pas porté casque, on dit qu'il devrait le porter parce qu'il risque la mort. Mais quand le policier le prend en chasse, jusqu'à ce que cet usager tombe et meurt, est-ce que la police, est-ce que raisonnablement, logiquement, n'aurait pas dû laisser cet usager? Peut-être qu'il ne serait pas mort tout de suite. Voyez-vous? Donc, vous avez de ces cas-là. Et ça fait, c'est ça qui explique une certaine agressivité des populations en retour vis-à-vis des policiers, ce qui n'est pas encouragé. Moi, je ne vais pas encourager cela. Je donne un autre exemple. Ce commissaire de police à qui on a brisé une patte, pour ne pas dire un pied, à Zové, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est encouragé? Et puis, vous les voyez, hein, pour notre sécurité, paraît-il, ils sont au milieu de la voie. Je ne sais pas si Arimi voit ça. En plein midi. Et Dieu seul sait qu'il fait chaud au Bénin actuellement. Le soleil de 13h, 14h là, ça les tape au milieu de la tête. Ils sont là, debout, plantés. Ils ont chaud par le bas, donc l'asphaltage, le goudron qui leur brûle le pied, et il y a le soleil qui fait le reste, par le haut. Et vous dites, mais c'est quoi ce travail, c'est quoi ce boulot-là? Moi, parfois, je m'arrête, je baisse la vitre et je dis, mais c'était bien Mikati. Vous allez tomber malade. Hein. Ils disent, ah non, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Voyez-vous? Et c'est avec ces conditions-là que quand ils ont l'occasion de tomber sur les usagers, ils tombent sur eux comme... Non, ce n'est pas bon. Ça ne respecte pas, je vais dire, l'autorité que leur confère, leur habit, leur accoutrement, la République que représente donc cet accoutrement. Il a d'exagération. Et quand nous le disons, quand on le dit, ils refusent tout de but en blanc. Ils disent non, non, c'est pas possible, cela ne respecte pas, n'est-ce pas, les noms. Mais quand vous voyez ça, nous on a arrêté disons, d'en parler trop. C'est vrai que Cristal, on en parle toujours, mais je ne sais pas si vous avez les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles, c'est que, par exemple, entre autres, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de soulèvements par endroits à Fonogo, je crois, dans la Tako, dans la Donga. Et récemment,
à Zaoudissé, dans la commune d'Adioun, le département de Lomé. Il a eu ça. Et ça, ce soulèvement-là est dû au fait que deux policiers ont pris en chasse un usager qui a remorqué deux personnes, deux usagers, dont un n'avait pas de casque. Celui qui est au milieu n'a pas de casque. Il vous a dépassé, vous le prenez en chasse. Le gars fuit et va rentrer dans une maison et vous rentrez dans cette maison-là. C'est comme ça les populations disent quand même. Et le type est tombé. Il est tombé, ils ont commencé par le frapper devant les gens. Donc les gens sont venus au secours et les populations, n'est-ce pas, peu s'en est fallu, ils ont presque brûlé le commissariat d'Azov. Ces actes ne sont pas encouragés. Mais quand vous interrogez les faits, comment on en est arrivé là? Si on avait brûlé le commissariat, qui l'aurait fait? C'est les policiers ou bien les populations? Qui a engendré ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la République? C'est vrai, comme j'ai commencé à le dire, le non-port de casque, c'est une faute grave, c'est un désamour pour soi-même, parce qu'une tête, ça se protège. Mais il faut faire le travail avec professionnalisme, avec tout le professionnalisme, toute la dignité qui va avec. Euh, J'en ai Arim, fini. oui, oui. Arim, c'est toujours sur la même question. Est-ce que le gouvernement devrait miser beaucoup plus sur la sensibilisation que sur la répression? Bon, vous savez, le non-port de casque, c'est une contravention. Hein. Quand on dit infraction, c'est comme si c'est un crime. Et que celui qui a fait ça est passible de peine de mort. Et que le policier peut le rouer de coups. Non, c'est une contravention. C'est-à-dire, c'est le plus, comment on va même qualifier ça? C'est le plus bas niveau des infractions. Au pire des cas, vous payez 6 500. Est-ce que pour 6 500, il faut aller tuer quelqu'un? Même les policiers savent qu'ils ne peuvent même pas arrêter quelqu'un pour ça. On ne peut pas déférer quelqu'un devant le procureur pour non-port de casque. Enfin, c'est une contravention. Le policier, ça, il dit, non-port de casque lui-même sur place, il vous verbalise et vous continuez votre chemin. Normalement, vous verbalise et vous continuez votre chemin. Il ne devait pas avoir une contrainte par corps pour une contravention. Mais comme je l'ai dit, le droit étant mort au Bénin, le fait de prince remplace tout. Si le prince dit tapez-les, martyrisez-les, on ne peut pas mobiliser une police pour des contraventions à l'échelle nationale. Ce n'est pas possible. On peut dire oui, il y a des problèmes à Port-Nouveau, hein, des problèmes à Port-Nouveau pour le non-port de casque. On a des statistiques. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut dire. Il faut venir avec des statistiques. Il faut venir nous dire, vous savez, tel mois, on a eu 20 cas d'accident mortels. Quand on a commencé par faire, je ne vais pas dire la répression, on a commencé par arrêter les gens, et ça a baissé ou des trucs comme ça. Hein? Et de cette manière-là, les usagers eux-mêmes savent très bien que, toutes mes excuses, donc on ne comprend pas qu'une police puisse déployer autant d'énergie pour réprimer des contraventions. Je ne comprends pas. Quelqu'un circule, il n'a pas de casque, ou bien celui qui est derrière n'a pas de casque. On arrête la moto, on prend les pièces de la moto, on le verbalise et il continue son chemin. On fait descendre celui qui n'a pas de casque, on le fait descendre et la moto continue. Le principe là devait être compris de tout le monde. De cette manière, la personne ne fuirait. Si un motocycliste dit que bon, ah, ils m'ont arrêté. Écoute, oui, je prends ma contravention que je dois payer. Je laisse le passager là où on nous a arrêté. Je continue mon chemin. Si récidive, il y a la peine qui suit, etc. Mais on ne peut pas rester sur la voie pour dire, ça y est, on a trouvé l'un d'entre eux, amenez les chars, bombardez-les. Il y a un problème. On ne peut pas être dans une république et assister à ces gens de scène et on dit que ces policiers-là vont être amenés sur des théâtres à l'extérieur pour rétablir l'ordre de tous ces gens-là. J'imagine nos policiers débarquer en Haïti, commencer par pourchasser des gens parce qu'ils sont en moto, sans casque, pour détruire tous ces gens-là. Hein? Il y a un problème. Moi, je ne comprends pas. Et vous voyez toute la hiérarchie policière, des officiers qui ont fait l'université, qui connaissent le droit et tout, des officiers de police judiciaire, qui connaissent tout ça, qui sont sur la voie, qui assistent.
hein, qu'on pourchasse. On peut pourchasser quelqu'un que s'il a un mandat d'amener, la justice dit, vous le trouvez quelque part, ramenez-le. Peut-être celui-là peut être pourchassé. Mais pour une contravention, 6 000, pour 6 000 francs, on va pourchasser les gens. Pourquoi? 10 On ne 000 peut pas me francs. dire qu'il y a des, on peut pas 10 me 000 dire, francs. on peut pas me dire qu'il y a des motos qui ne sont pas immatriculées. Déjà, c'est une infraction. Lui, on peut arracher la moto parce qu'on ne connaît pas son identification. Mais une moto qui a des pièces, qui a une plaque, eh bien, on prend la pièce, on laisse, on ne doit même pas prendre la moto dans ce cas-là. On laisse. Et comme on fait pour les voitures, on laisse l'usager continuer son chemin avec une contravention cette fois-ci. Et ces pièces se sont gardées. Et quand il va remplir les formalités, il revient chercher ses pièces. Tout simplement, celui qui n'a pas mis de casque qui est derrière, on le fait descendre. Puisque la responsabilité, c'est pour celui qui conduit. Celui qui est remorqué, on peut même dire que lui n'a même pas fait de faute. On le fait descendre, il continue son chemin par une autre manière. Soit il remplit les conditions pour continuer, soit il cherche un autre moyen pour se déplacer. Mais on arrête tout le monde, on prend un moto, on jette. On jette. Ça dit que pour la mobilité, ben, écoutez, s'il y avait des usines au Bénin, on allait comprendre de quoi on parle. Si les usines ont manqué de tourner parce que la plupart des ouvriers étaient arrêtés par la police et qu'on a manqué de ci, on a manqué de ça, on comprendrait ce que le péril que ces agents-là font courir à l'économie. À moins qu'on me dise que la mobilité ne veut rien dire dans une économie. Il y a un pays comme le Ghana qui a supprimé tous les postes de péage sur son territoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que le temps qu'on met à un péage, ça ralentit l'économie. Vous pouvez l'essayer, hein, vous traversez tout le Ghana, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a les péages, parce que ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, plus aucun péage ne fonctionne sur le territoire ghanéen. Parce que des études, ça a été un débat à l'Assemblée nationale. On a d'abord fait un moratoire. Ils ont fait un temps, ils sont revenus. Le gouvernement est revenu avec le rapport. Et ça a été définitivement, je ne sais pas si un jour, on va revoir des péages. Mais chez nous, nous créons nous-mêmes les péages. Et ce n'est pas les péages. On arrête la mobilité. On prend tout le monde. Ça veut dire que tout le monde est suspecté. Pour, vous avez casse, vous n'avez pas casse, on vous arrête. On vérifie des pièces. Hein? On suspecte tout le monde. Ce n'est même pas une opération ponctuelle avec. Non, non, non. On s'installe dedans. C'est devenu. Il y a des policiers, je suis sûr, qui n'ont plus vu leur commissariat depuis des jours. Puisque tous les jours, ils sont sur la voie. Ils ne gèrent plus d'autres dossiers. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. On ne peut pas prendre nos impôts pour se créer des problèmes avec. Hein? Je dis c'est contravention. Il ne faut pas dire infraction, infraction. Non, c'est une contravention. Ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, j'ai vu des tests qui circulent qu'on a attribué à la police. Je ne sais pas si c'est vraiment elle, parce qu'elle dit oui, on va commencer une deuxième phase. Hein? On va monter crescendo, maintenant, on va corser. Et ils ont même dit, enfin, j'ai même lu des tests, on a dit, pour les têtes couronnées, ils n'ont qu'à s'acheter des casques, sinon qu'il aille s'acheter des voitures. Je me demande si c'est vraiment la police qui a sorti ces gens de tests, de communiquer, pour demander aux têtes couronnées, s'ils ne veulent pas observer les règles, d'aller s'acheter des voitures. J'ai vu circuler, ça m'a fait rigoler, mais j'attends de voir un officier de police revenir sur ces trucs-là pour dire, pour assumer. Hein, pour assumer. Est-ce que, ben, écoutez, ils enlèvent la tenue de policiers, ils deviennent comme de simples citoyens comme nous. La tenue qu'ils portent, c'est parce que nous avons voulu qu'ils les portent. Alors, s'ils pensent que désormais, ils sont devenus des ennemis, hein, parce que quelqu'un a sorti de période de guerre pour des contraventions. On n'a pas fait la guerre pour des criminels. On n'a pas dit à part d'aujourd'hui, tous les petits voleurs du Bénin, on doit les arrêter. Tous ceux qui ont eu des condamnations ou bien qui n'ont pas exécuté leur peine, il y a des gens au Bénin ici, là, qui ont été condamnés, qui n'ont pas exécuté leur peine. Qu'on a fait sortir du pays, ils sont allés faire un séjour de quelques mois à l'extérieur, ils sont rentrés libres. Peine, hein, prononcée par le tribunal. Et la police, les policiers les racontent tous les jours, ne leur disent rien. Hein? Des gens qui ont été condamnés par les tribunaux. Maintenant, on va chercher, d'abord aujourd'hui, la présomption d'innocence, je ne sais pas quoi, ça n'existe même plus. Dès qu'on vous voit, on vous arrête.
on vous voit, on vous arrête systématiquement. Quand vous voyez la souffrance des gens, sur un tronçon, vous pouvez faire banalement combien, 10, 15 minutes, vous pouvez faire 1 heure dedans. On ralentit l'économie. Est-ce que ces gens-là savent ce qu'ils font pour que l'économie puisse tourner et puis avoir de meilleurs rendements pour être au top? Est-ce qu'ils prennent connaissance? Des fois, vous avez même des étudiants qui sont en uniforme, hein, des élèves des étudiants qui sont en uniforme sur des motos qui traînent dans les commissariats parce que les policiers ont arrêté leur moto ou des trucs de ce genre-là. Alors, vraiment, moi, je perds mon latin. Vous assistez tous les jours. C'est Vigile qui est bien placé pour nous parler parce que pour Porto, c'est un cas très particulier où la violence policière a atteint des niveaux. Quand vous prenez les récits, vous vous demandez si on vous parle du Bénin. Hein? On vous parle du Bénin. Au Bénin, la grande criminalité au Bénin, ce sont les interventions de casques. La grande criminalité au Bénin actuellement, ce sont les casques. Qu'on nous dise, et puis comment on a vécu dans le pays depuis tout ce temps-là, sans qu'on ne criminalise le port de casque. Je ne dis pas que le non-port de casque est légal ou tolérable, mais qu'on le transforme en crime, poursuivi comme tel et réprimé de cette manière, et pas la police. Hein? Pas la police. Parce que comment on appelle ça? La police ne prononce pas de peine, hein? Sauf pour les contraventions, bien entendu. Et la peine, et je ne sais pas dans quel texte on a dit que la matraque est une peine. Et que si vous conduisez à gauche, vous avez droit à 10 coups de matraque. Hein? Ou bien le policier dit que vous avez été incorrect ou mal éduqué. Donc le policier lui-même, il décide de créer sa loi. Et en fonction, lui, de ses prismes, il détermine que vous êtes mal éduqué et que lui, il était chargé de vous matraquer pour vous ramener. Alors que peut-être que c'est lui qui a besoin de ramener alors. Mais vous n'avez pas la possibilité de le matraquer. Voilà que c'est lui qui a besoin d'être. Et c'est le gars il se présente même pas. Il vient vers vous, il ne se présente pas, il ne présente pas la mission qu'il a envoyée dehors. Il se jette seulement sur votre route. Et ça, il trouve que comme ça, lui, il est bien éduqué. Et que c'est vous qui avez réagi, qui, lui, maintenant, en fonction du fait qu'il a quelque chose de plus, il doit vous faire sentir des services corporels. C'est ça le pays dans lequel nous vivons. On vous fait subir des services corporels en pleine rue, sous prétexte que, bon, la police est en train de réprimer des contraventions. Bon, ah oui, pour le moment, on est encore là, vivant. Hein? Et on Ok. subit. Oui. Et on subit. Voilà. Nous allons terminer cette émission avec l'actualité africaine. On a l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Vigile, est-ce qu'on a des leçons à tirer pour les autres pays francophones on parle du Togo, on a vu qu'il y a un projet de nouvelle constitution, puis ils ont fait 2 pas en avant, un en arrière. Est-ce qu'on a des leçons à tirer de ce combat qui a été mené au Sénégal et qui a mené à une élection pacifique quand même? Quelles leçons on peut tirer pour nos pays? Eh bien, on n'a que de leçons. On n'a que des leçons à tirer de l'expérience sénégalaise. Macky Sall, si cela ne tenait qu'à lui, il serait encore là aujourd'hui dans son palais, son fauteuil douillet, n'est-ce pas? C'est pas qu'il n'a rien essayé. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais le système a fonctionné. Le système démocratique sénégalais a fonctionné. Et cela a fonctionné pourquoi? Sans faire de procès d'intention aux conseillers du Conseil constitutionnel, sans la pression des militants du PASTEF, mais surtout la pression des autres forces vives de la nation sénégalaise, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les imams, vous savez qu'ils ont une force particulière dans ce pays-là. Presque toutes les forces vives de la nation sénégalaise qui disaient non, cela frisait, l'arbitraire, les décisions donc de Macky Sall d'interrompre le processus électoral
subitement ainsi. Je n'ai pas cité les candidats. Presque tous les candidats ont dit non, cela ne peut pas se passer. Ils n'ont rien demandé. Pourquoi ça devait s'arrêter ainsi? Et donc, et ça, c'était la dernière carte que Macky Sall a sorti parce que envers et contre tout, il voyait que ce sont comme il a dû se le dire, ces voyous-là, de jeunes qui veulent lui succéder. Et donc, il voulait par tous les moyens, même par l'avilissement hein, du Sénégal, empêcher cela. Après, sans compter tout ce qui a précédé cela, toujours par ces jeunes du PASTEF et tout le reste. Donc, entre autres leçons, c'est d'abord s'organiser, avoir un objectif. Je parle des oppositions de ces pays francophones, comme vous dites. Ne pas abdiquer, n'est-ce pas? Et surtout la pression, surtout la population d'abord, parce que sans la population, j'ai commencé à dire que le Conseil constitutionnel aurait validé, n'est-ce pas, tout le plan de Macky Sall. Mais le Conseil a vu avec les pressions que, eh bien oui, il avait la liberté de valider, mais il valide et la DIG cède avec eux, DIG et le commanditaire. Et le pays basculait dans une situation que personne ne pourrait extirper après. Donc, voilà pour moi à peu près les leçons que cela dit. Le Sénégal n'a pas fait de miracle. Le Sénégal donne une leçon plutôt d'un pays debout, des citoyens qui font comme une parade contre tous les coups antidémocratiques peuvent arriver. Et moi, j'ai coutume de dire oui, que des entraves à la démocratie arrivent, c'est dans l'ordre de l'humain, c'est dans l'ordre de ce qui peut arriver à tout dirigeant, même les plus vertueux. C'est à l'épreuve qu'on connaît la vertu, n'est-ce pas? Mais les institutions doivent fonctionner. On ne peut pas, toutes les institutions ne peuvent pas être au même niveau comme on voit dans certains pays, comme on l'a vu même au Sénégal à un moment donné. Qu'est-ce que vous allez dire du Parlement? S'il ne tenait qu'au Parlement, le Parlement, c'était la chambre d'enregistrement donc de Macky Sall, on l'a vu. Donc, et toutes les institutions ne peuvent pas être alignées comme c'est le cas au Bénin aujourd'hui. N'ayons pas peur de dire les choses clairement. Il faut qu'il y ait des sages. On parle d'institutions, même les hommes. Je peux citer, hein, quelle est la part d'un certain, même Boni Yahi, Nicéphore Dieudonné Soglo, Adrien Mbéji. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ils n'ont pas de parole? Pourquoi ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, s'élever comme... voilà, les syndicalistes, n'en parlons plus. Faisons le diagnostic, parce que quand vous parlez de leçons pour les pays, sans doute, je lis dans votre esprit que vous parlez d'abord du Bénin. Ce qui se joue au Togo, là, pour parler du Togo, voyez-vous, est-ce que vous pensez que le Parlement, même s'il avait été légitime, même si le Parlement, là, avait encore un cours légal, est-ce qu'il revient au Parlement de dire qu'on change la structure de la République, qu'on change le mode de désignation, n'est-ce pas, du chef de l'État? Alors que ce mode-là, qu'on est en train de remettre en cause aujourd'hui, a été mis en place par les Togolais, c'est-à-dire c'est un référendum. Donc c'est chaque Togolais qui a voté pour dire oui, voilà comment nous voulons que l'architecture institutionnelle soit organisée dans le pays. Oui, nous l'acceptons ainsi. Et tous les 5 ans, nous, on va aller voter, on choisit le chef de l'État. Et vous, députés, voilà, vous êtes au Parlement. Vous, on vous envoie, comme on dirait en Côte d'Ivoire,
et vous remplacez maintenant ceux qui vous ont envoyé. Comment Arimi sera le mandataire primaire, là, le citoyen, là. Vous le remplacez, vous dites, d'ailleurs, c'est moi maintenant qui décide. Vous ne lui rendez plus compte. Vous dites seulement, il faut constater, c'est nous qui élisons désormais le chef de l'État. Où est-ce qu'on peut voir ça si ce n'est pas en Afrique? Où est-ce qu'on peut voir ça? C'est comme au Bénin, où ils sont restés, ils ont institué, comment vous appelez, le parrainage. Comment vous pensez que c'est les députés, on vous a envoyé vous, et vous mettez de côté nous qui vous envoyons envoyer les mandataires, là, les populations, les uns les autres, et vous dites non, 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 vous n'avez plus rien à faire, nous on va faire présélection pour vous désormais, et quand on a fini, c'est dedans dans ce qu'on a choisi là, que vous allez choisir. C'est nous qui leur avons dit de choisir pour nous. C'est nous qui leur avons dit que c'est trop, que nous ne pouvons pas savoir. Et ça, c'est ça, les démocraties bananières en Afrique là. Ça ne peut pas se passer au Sénégal. Les Sénégalais, comme on l'a vu, se seraient mis debout. C'est ça, justement. Et parce que et ce n'est pas seulement les chefs de l'État, ce n'est pas seulement le chef de l'État qui est en cause, c'est toujours les institutions. Ils trouvent toujours des gens. Soit à la Cour constitutionnelle, au Parlement ou dans les autres institutions pour valider ça. Et ça devrait nous interpeller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos institutions, comment faire un homme mais on peut mieux faire. Il y a quand même des gens, des hommes de qualité dans nos pays. Il y a des hommes de qualité, ou même ceux-là qui finissent par être ainsi, agir ainsi, à un moment donné, ont été des gens de qualité. Et quand je dis qualité, c'est d'abord la moralité, hein, l'intégrité. Hein? Comment on en arrive là? Je crois qu'il faut vraiment qu'on s'interroge. Je ne veux pas parler de la CEDEAO, le rôle qu'elle joue, ce qui en reste. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je laisse à Rémi poursuivre. En 2016, le Bénin avait démontré qu'il était possible d'organiser les élections, qu'un candidat de l'opposition gagne les élections de façon pacifique. Je crois que c'est pratiquement la même chose qui s'est passé où un candidat de l'opposition gagne les élections face à un candidat de la mouvance présidentielle. Est-ce que Arimi, ce rêve est possible encore dans la sous-région avec tout ce qu'on voit au Togo, au Bénin aussi, la situation, l'équilibre des institutions aussi? Est-ce que ce rêve est encore possible? Bon, moi, je ne sais pas ce que vous appelez rêve. Hein. Le modèle, enfin, moi, j'ai un problème avec ce qu'on appelle le modèle sénégalais. Hein. J'ai un rêve, j'ai un problème. En 2000, Ouad, tout le monde disait que c'est un rêve. Hein. En 2000, il est venu. On a dit oui, ça est pour une fois, il y a alternance. Puis après, il était venu trouver un régime, enfin, un septennat. Démagogie aidant, il dit non, c'est trop long, il faut revenir à un quinquennat. Il modifie la constitution. Il se représente, il se fait réélire. Mandat de 5 ans en cours, il remet le septennat. Et il a fait tout ce qu'il veut de la Cour constitutionnelle, de la Parlement. Il révisait le matin, le soir, à midi, sans problème, hein, avec des révoltes par-ci, des répressions, des morts, etc. Il a fait 12 ans dans ça. Il s'est même présenté une troisième fois. Il s'est même présenté enfin, je dirais une troisième fois, il s'était présenté avant d'être le président. Mais il s'est présenté pour un troisième mandat, malgré tout ce qui a été dit. Et personne n'a pu l'arrêter. Même pas les morts. Les soulèvements dont vous parlez là, le peuple dont vous parlez là, personne n'a pu l'arrêter. Il y a eu plusieurs morts. Et il a pu se présenter quand même. Mais il a échoué. Macky est venu. On a dit rêve. Et vous voyez les conditions dans lesquelles il s'en va. Et aujourd'hui encore, on nous dit que c'est rêve. Ça veut dire que chaque 12 ans, au Sénégal, les gens rêvent. Mais si c'est ce modèle-là, ben moi, je ne le souhaite pas pour le Bénin. Parce que nous, on n'a pas la possibilité de faire tuer des gens pour faire valider des rêves. Et prenez la marche de Sonko vers le palais depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Faisons le bilan. Combien de morts? Combien de prisonniers? Combien même les casses dans la ville de Dakar, si on devait estimer tout ça, de 2021 à aujourd'hui. C'est ça le rêve? Quand même, réveillons-nous au moins. Enfin,
C'est ça les dysfonctionnements. Par contre, le mérite au Sénégal aujourd'hui, c'est son système électoral. C'est-à-dire que c'est très compliqué de frauder. Hein? C'est peut-être ça que nous pouvons copier. La seule chose que nous pouvons copier au Bénin, c'est le système électoral au Sénégal, notamment la proclamation des résultats. Vous allez voir que on fait même le décompte en direct sur les radios au Sénégal. Ouais. Dès qu'un bureau de vote a fini, ça se retrouve sur la place publique, dans les journaux, à la télé, à la radio, partout. Au Bénin, ce n'est pas possible. Au Bénin, il y a même une curiosité au Bénin, une bizarrerie, où on différencie la publication de l'affichage. C'est-à-dire que le bureau de vote est autorisé à afficher dans le bureau de vote. Mais on n'a pas le droit de le publier dans les journaux, sur les radios. On va vous dire que vous êtes en train d'influencer les autres bureaux de vote qui n'ont pas encore fermé. Ah, je me souviens, la Hague régulièrement ferme des radios parce que les radios qui ont un rayon d'à peine 50 km et qui donnent des résultats sur le plan local de leurs résultats. Et on trouve que non, ils vont influencer le vote dans les bureaux de vote où les gens continuent de voter ou des trucs de ce genre-là. Si bien que les résultats ne se proclament pas, ne se publient pas sur les lieux. Il faut attendre la Sénat pour avoir les tendances. Et des lieux, bureau de vote par bureau de vote. C'est ça qu'on a au Sénégal. Vous finissez les élections au Sénégal, 5 minutes après, tout le monde a les résultats. Tout le monde a les résultats. Et si vous ne pouvez pas publier ces résultats-là, sous peine d'être sanctionné par la HAC, surtout si c'est des audios, si c'est des organes audiovisuels. Et puis, vous savez, les journaux, pour qu'ils reprennent, c'est peut-être le lendemain, et c'est de façon parcellaire. Donc, les résultats bureau de vote par bureau de vote, ça, les Béninois peuvent aller copier ça chez les Sénégalais. Pour que désormais, dès que ça sort du bureau de vote, ça peut passer par le monde entier. On peut déjà savoir ce qui s'est passé. Et puis après, au Bénin, on a dit que ces résultats-là sont caducs. Vous avez suivi les dernières élections, 8 janvier. On n'a pas eu de résultats le 8 janvier. On a attendu 2-3 jours pour que la Sénat fasse des compilations. Hein, elle-même. Or, tous les membres de cette Sénat-là, encore tout le monde connaît leur obédience. Hein, et ce sont eux qui sont assis pour proclamer les tendances. Après, quand on leur a dit de sortir les résultats bureau de vote par bureau de vote, ils ont dit que c'est caduc. Alors qu'ils n'ont jamais proclamé ces résultats. Ils ont proclamé que des compilations. Et ils décident que ces résultats-là sont caducs. Même aux États-Unis, quand on finit les résultats, il y a des bénévoles qui continuent de faire les dépouillements. Parce qu'il y a des petits détails là, hein, qu'on vient retrouver après. Et c'est peut-être plusieurs jours après qu'on vous donne le pourcentage correct. Alors que les instances déjà proclamé les résultats, validé le scrutin, peut-être même le gagnant a déjà installé. Mais des bénévoles peuvent continuer à creuser pour savoir ce qui s'est passé. Vous vous souvenez d'une élection, je ne sais plus, entre Gore et Bush, où un jour on dit c'est lui qui est en tête, un autre jour on dit c'est lui. À un moment donné, on a dû arrêter pour dire, bon, écoutez, on proclame quelqu'un, après plus tard on verra. Et plus tard, on a vu que on ne revient pas en arrière, mais au moins on a la vérité des chiffres. Donc je crois que la seule leçon, mais si c'est la marche de Sonko dans les rues, vous savez, nous sommes dans le scénario du Sénégal. Talon dit, je ne veux pas favoriser mes proches. Ça veut dire qu'il exclut toute candidature à la mouvance. Les opposants sont en prison, en fait, tous ceux qui se manifestent pour être candidats. Alors, il ne reste que qui? Il ne reste que lui-même. Or, les thèses disent qu'il ne peut pas se présenter une troisième fois. Je crois que c'était le problème de Macky Sall. Mais lui, il avait même la possibilité de modifier la Constitution pour se présenter parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait la majorité qu'il faut, il pouvait faire ce qu'il voulait de la Constitution chez lui. Ben ici, on a au moins une minorité de blocage qui empêche Talon d'être candidat. Mais il dit, lui, ne veut pas favoriser quelqu'un de son camp. Et les opposants sont pourchassés. Donc, on va rester dans cette incertitude jusqu'à quand? Peut-être être surpris à quelques mois des élections, et commencer par dire, mais après tout, il faut préparer l'après-pouvoir. Et donc, pour Macky, c'était l'après-pouvoir. Il savait que, bon, irrémédiablement, les petits là allaient prendre le pouvoir parce que si jamais on fait le scrutin, il ne peut pas avoir de fraude. Parce que c'est depuis les bureaux de vote que les gens portent les résultats sur la tête et circulent partout là-bas. Ce n'est pas le cas chez nous. Vous voyez donc, à la fin, peut-être, je ne sais pas à quel moment,
Alors, on va se rendre compte que son jeu de continuer à jouer les premiers rôles après 2026, que ce n'est pas évident. Et en ce moment-là, on commence par boucher des trous. On commence par, et c'est ce qui s'est passé avec, bon, par défaut, vous avez celui qui a été élu au Sénégal. Je suis content pour lui, je suis content pour son parti. Ils sont maintenant, ils sont plus opposants aujourd'hui. Hein? Il y a des opposants pour eux, ils doivent régler leur cas. Il faut maintenant qu'ils s'occupent de la gestion du pays. C'est pas une question, un pays, ce n'est pas une question de jeunes, ce n'est pas une question de femmes. C'est une république où tout le monde doit être euh, ensemble pour évoluer. Donc aujourd'hui, on est dans la réalité du pouvoir. Et je crois que nous, notre problème, c'est, vous voyez, tout à l'heure, on a dit que les démocrates sont dépassés. Ce n'est pas seulement les démocrates. Vous voyez, dans les autres partis, c'est un dictateur qui gère tout. On dit on veut remettre le pouvoir au parti au Bénin. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que la réforme dit, que c'est désormais les partis qui ont le pouvoir. Mais ces partis sont gérés par qui? Pas des dictateurs. Vous remettez la République entre des mains. Eux, chez eux, il n'y a même pas de règles. Hein. Ils imposent tout à tout le monde. Et c'est à ce monsieur-là qu'on veut remettre le sort du pays. On dit c'est le parti qui doit décider. Comme s'il y avait une démocratie interne qu'on avait déjà organisée et qui permet de leur faire confiance. C'est une personne qui fait les listes, qui fait ceci, qui fait les dépenses. On leur donne des chèques, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est à ces messieurs-là qu'on veut remettre leur sort. C'est eux qui disent qu'il faut parrainer, il ne faut pas parrainer. Et voilà, on a tous ces problèmes-là. On a un problème intellectuel. Hein? Notre classe politique, bon, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas puisqu'il y a quelque chose qui est là. Mais elle n'est pas formée. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Hein? Notre classe politique n'est pas formée. Tout à l'heure, mon ami peinait pour dire oui, il y a des gens de qualité, de probité. Non, la qualité ne se décrète pas. Si on veut faire de la politique, on doit avoir des mécanismes, on doit avoir des normes, on doit avoir une déontologie, on doit avoir une éthique, on doit avoir des écoles, on doit avoir des formations, on doit avoir comment on appelle ça, une génération, une masse critique de gens qui sont au même diapason, qui peuvent se comprendre. Si on n'a que des analphabètes politiques comme on a aujourd'hui, des gens qu'on va chercher à l'étranger dans un bureau, assis dans ceci, on les fait hommes politiques. Ils se font appeler hommes politiques. Mais ils n'ont aucune solution à aucun problème. Ils sont là pour eux-mêmes. Ils n'incarnent rien. Ils ne représentent presque personne. Et puis, à la décision, ils ne pensent qu'à eux. Si on prend la loi comme ça, moi, je serai encore ici demain. Si on fait la loi de cette manière-là, moi, je serai encore là demain. Ils n'ont pas la notion de cité, la notion de république. Ce n'est pas chez eux. Ils n'ont pas fait les sciences de la politique. La politique, je dis toujours, c'est une science qui s'enseigne à l'université et dans les écoles de parti. Ce n'est pas sur le terrain qu'on mesure la qualité d'un homme politique parce qu'il aurait dépensé de l'argent ou parce il a la capacité de mentir ou de manipuler les gens. Hein? Aujourd'hui, intellectuellement, notre classe politique, elle est dépassée. Elle est dépassée. Et aujourd'hui, on a une chance que l'État leur donne de l'argent pour se former. On décaisse nos milliards chaque semestre pour qu'ils aillent se former. Mais ils se forment où aujourd'hui? Quelle est leur formation? Ils prennent l'argent, ils se suivent, ils vont chez les rois, on leur embrasse les pieds, ils vont chez ceci, enterrement par-ci, deuil par-là. C'est comme ça. C'est leur formation, c'est l'école de la classe politique au Bénin. Au lieu que ce soit des gens qui soient formés à la gestion de la cité, à la gestion en dehors des élections. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la politique, ce sont les élections. Quand on fait les élections, chacun occupe des postes. Et puis, bon, ça y est, et la vie continue. Et on organise. Vous avez vu qu'aujourd'hui, quand on dit élection au Bénin, c'est la guerre. Hein? De chaque côté, on sort avec des armes de guerre, on se tire dessus, on tourne des machettes, on brûle. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, les élections au Bénin. Avec l'exception peut-être de ce qui s'est passé en janvier dernier. Mais si vous voulez, les trois élections précédentes, les élections de la dernière fois, c'était avec des machettes, des coups de fusil, des dégâts et tout, un vandalisme, tout ce que vous savez, parce que la classe politique est arrivée à ses limites. Hein? On est arrivé à la limite. Ils ne sont plus capables de tenir. Parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. Les jeunes sont là. Aujourd'hui, nos jeunes, j'ai suivi, je ne veux pas appeler son nom, un éminent membre de la mouvance
qui a dit que le PAG, que c'est du granit plus de l'eau qu'on a mis sur le feu, et que les gars peuvent attendre 100 ans, ça ne donnera rien. Un mouvancier, hein, bon teint. Hein? Alors donc, soit nos gars, ils acceptent d'aller se former pour nous sortir d'affaires, parce que nous sommes vraiment dans le pétrin, soit ils continuent leur chemin, et nous allons tout droit vers, nous savons très bien que aux prochaines élections, si les choses restaient à l'état, parce qu'aujourd'hui, il y a des déflagrations qui rentrent dans des déflagrations. Je dis que ce n'est pas seulement des présidentielles. On ira des municipales, on ira des législatives, il y avait le système des exclusions, il y aura des communautés entières qui ne vont pas se retrouver. Mais on oublie souvent de questionner nos sociologues. Nous savons très bien que le Bénin n'est pas encore une nation et que nous sommes dans la diversité. Nous avons créé comment on appelle, une fiction institutionnelle à propos de la nation Bénin qu'on essaye et c'est pour ça qu'on nous permet à toutes les communautés d'être représentées. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus pour exclure des gens, pour faire des exclusions. Et vous allez voir l'effet boomerang. Hein, ça a été dit, tout le monde le savait. Et c'est pour ça qu'on a décrété à la conférence nationale que c'est le multipartisme intégral. Maintenant, comme l'a dit Vigile, quelques-uns se retrouvent au Parlement, estiment qu'ils sont les détenteurs de la majorité, de la dictature de la majorité, et en imposent à tout le monde. Alors, moi, je n'ai pas la solution, mais je sais que si on forme les dirigeants qui sont là aujourd'hui, ils peuvent nous trouver la solution. Et puis, c'est pour ça qu'on se sacrifie pour leur donner les moyens, l'argent des pauvres. L'argent qu'on collecte sur les casques, là, une partie ira aux partis politiques. Mais qu'ils prennent ça pour se former. Hein? Je ne sais pas dans quelle langue on va leur parler. Qu'ils prennent ça, s'ils n'ont pas des écoles, ils peuvent envoyer des gens en formation. Ce n'est pas aller se promener sur la muraille de Chine et revenir. Hein? Ils n'ont qu'à aller se former à la science de la politique pour venir mieux gérer la cité. C'est tout ce qu'on peut leur demander. Et ça, c'est plus. Excusez-moi, je sors de mon rôle de journaliste pour faire un plaidoyer de citoyen. Hein? J'espère qu'ils auraient compris. On ne dit pas de les jeter à la mer, mais on peut leur ajouter un plus-value en les formant. Hein? Surtout Ok. qu'aujourd'hui, les moyens existent. Les moyens existent de les former. Alors, pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils refusent? Moi, c'est la grande question. On ne va pas aller à la déflagration générale pour que certains viennent seulement profiter de la situation. Hein? On est déjà, je sais pas, on est au fond du trou. Hein? Mon ami Jules, peut-être que de là-bas, tu ne vois pas peut-être les choses comme nous on les sent. Ouais, Hein? ouais. Mais intellectuellement, on est dépassé. On n'a pas les moyens intellectuels de gérer ce pays. À moins qu'on forme ceux qui sont là. Ils ont vraiment besoin d'être formés à la science de la politique. La politique, c'est une science. Il faut qu'on continue à le marteler. Vous voyez, ce que j'ai aimé chez les Sanko, chez les Sonko, c'est qu'on sent qu'ils se sont formés. Dès qu'ils ont commencé l'épreuve, dès qu'ils ont commencé par avoir des épreuves à le pouvoir, ils se sont formés. Quand vous entendez, vous écoutez Sonko, il dit Macky, il est incompétent. Il ne sait pas identifier les priorités. Et ça, c'est ça. Ce diagnostic-là, moi, je suis d'accord. Mais on peut les former. On peut les former. Et on a aujourd'hui les moyens de les former. Mais pourquoi ils ne veulent pas qu'on les forme? Ils ne veulent pas se former. L'argent est dans leurs mains. Ils refusent de se former avec. Ok, merci Arimi. Donc, je vous remercie vous deux, Vigile et Arimi, et puis les internautes qui nous ont suivis juste là, juste dans quelques secondes encore. Monsieur Samuel Francisco qui nous disait, si je ne me trompe pas, les premières élections au Bénin, les résultats étaient donnés à la radio, mais après ça a changé parce que chaque gouvernement voulant se protéger avec des lois à son avantage, parce qu'Arimi parlait de la proclamation des résultats. Donc, je remercie tous les internautes, ceux qui ont laissé des Si vous me commentaires. permettez, je vais réagir rapidement sur cet aspect-là, Ok. proclamation des résultats à la radio. En fait, c'est même pas un apanage du Sénégal. C'est un décret, si je peux parler ainsi, de la CEDEAO. La CEDEAO a imposé aux pays de l'espace CEDEAO
de proclamer les résultats des bureaux de vote, des résultats des élections du moins, bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que vous m'entendez bien? Je dis bien bureau de vote par bureau de vote. Et au Nigeria, à côté, c'est ce qui se fait. Au Nigeria, à côté, c'est ce qui se fait régulièrement. Et sont Donc, c'est 250 millions. exactement. C'est pourquoi, malgré ça, ils n'ont pas de problème. Non, ici, c'est caduc. Non, ici, non. Ici, en fait, on est dans un jeu de confiscation du pouvoir où c'est la loi du plus fort. Nous, on a pris. En fait, quand Rémi parle de formation, je suis d'accord avec lui. Le personnel politique du Bénin a un problème de formation. Mais quand vous ajoutez à cette incompétence la mauvaise foi, mais vous ne vous en sortez pas. C'est pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas formés, mais eux, ils sont formés à je ne peux pas utiliser des mots forts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils en tirent profit aujourd'hui. Donc, ils ne veulent pas savoir. Regardez, quelle formation il faut, par exemple, pour proclamer les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Quelle formation il faut? Si on veut la transparence, c'est la Non, moindre non, chose. non. Il y a la déontologie et l'éthique. Hein? Et ça s'impose. Ça dit quand vous, Jules, vous voyez votre collègue, quand même il est dans l'erreur, vous savez comment vous le relevez. Vous n'allez pas l'humilier. Ah, il y a des Mais bons c'est quand les procédés. gens sont On de ne peut, bonne foi. c'est la formation. La Non, mais formation, la déontologie et il y a l'éthique. d'abord un problème de bonne foi. Les gens sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, Oui, ils savent et ils parce qu'ils sont disent, incompétents. c'est Oui, pas ils sont seulement les incompétents. compétences, si vous voulez. Oui. Ils sont intrinsèquement mauvais, si vous voulez que je dise des choses de manière crue. Non, justement, il faut les former à ne plus être mauvais. On peut Non, on peut les éduquer. On peut les éduquer, on peut les former à ne plus être mauvais. bon, c'est eux qui sont à la décision aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous allez y arriver, mais bon. Non, Ah, on va conclure que c'est parce que la situation les arrange au fait, quoi. Ceux qui font ces non, contorsions-là. intellectuellement, ils sont débordés. Ils Tu sont vas être débordés. un bon médecin pour être un bon politique. C'est pas possible. C'est parce que vous êtes un ingénieur formidable que vous connaissez la gestion de la cité. Dans la cité, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Vous ne pouvez pas vous lever de chez vous. L'autre a dit d'ailleurs qu'il gère les animaux, qu'il ne sait pas gérer les hommes. Voilà. Quelqu'un qui a été aux Il affaires, est à la qui a Sénat été, maintenant. Comment il peut voilà, proclamer le résultat s'il dit qu'il ne gère pas? voilà. Il avait été plusieurs fois ministre. Pourtant, il Oui. sait que c'est un gestionnaire d'animaux. Et il a accepté plusieurs fois d'être ministre, vice-président de l'Assemblée nationale, avant de se rendre Mais compte que l'autre leçon au Sénégal, par exemple, par rapport au parrainage, vous avez vu qu'il a un plancher et il a un plafond. Pourquoi au Bénin, on ne connaît pas le plafond? Pourquoi on ne connaît pas le Qu'on plafond? peut donner à chaque Comment on peut candidat, permettre, s'il à vous tout le plaît, comment monde. on peut permettre, ce n'est pas la mauvaise foi, qu'une seule personne ramasse tout ce qu'il a comme parrainage? Comment le système peut fonctionner de cette manière? Et vous dites qu'ils ne savent pas que ce n'est pas bon. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Si vous avez une recette contre la mauvaise foi, ben sortez-la. Moi, je ne la connais pas. oui, c'est la compétence. On La ira demander aux compétence, anciens. pour lutter contre la mauvaise foi, il faut la compétence. Si OK. vous êtes compétent, Oui. vous êtes sûr de vous-même. Et puis, Vous vous dites avez, qu'il ça dit, faut faire. Vous dites qu'il faut faire. Mais il faut faire. même au temps de nos rois, ceux qui sont prédisposés à occuper de grands rôles, ils sont formés depuis leur bas âge. Même la manière de manger, la manière de parler, la manière de marcher, on leur apprend ça. Au début, c'était l'aristocratie qui faisait la politique. Hein? La diplomatie, tout ça, c'était réservé à une certaine classe. C'est pas n'importe qui vient et qui. Voilà, il faut respecter l'adversaire, par exemple. Ça prend. Il faut pas humilier l'adversaire parce que demain, vous êtes arrivé à composer, mais tout ça, c'est la compétence. Si les gens ont confiance en eux-mêmes, s'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Dans les milieux de banditisme, pour parler cru, dans les milieux de gangstérisme, quelle compétence est de mise? Oui, mais c'est quoi le gangstérisme? Pourquoi on ouvre les écoles? Pourquoi on ouvre les écoles et les universités? C'est contre le gangstérisme. Mafieux, là. Oui. Qu'est-ce qui marche? Même dans les prisons, on forme les gens et on les transforme. Même dans les prisons. Il y a des gens qui sortent des prisons avec des diplômes universitaires. Peut-être que s'il avait ces diplômes-là, ils n'allaient pas aller en prison. Il faut la formation. De diplôme, quand vous prenez à la Cour constitutionnelle Dorothée Sosa, donc non.
Le problème est ailleurs, moi. Non, c'est bon, c'est très bien de poser ce débat-là. C'est bien de déposer. Vous parlez de Dorothée sur ça. Il est dans une cour, un tribunal. Ce n'est pas un magistrat. C'est pas un magistrat. Il faut former ceux qui désirent les gens là-bas. Que la conscience d'un juge, ça n'a rien à voir avec la spéculation d'un juriste. Justement, est-ce que la cour... Non, entendons-nous. Entendons-nous. Nous sommes dans un tribunal. Et vous parlez d'un avocat qui est... Un avocat, c'est un commerçant. Hein? On met les commerçants à la tête des tribunaux. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas n'importe quel diplômé qui est capable d'assumer n'importe quelle fonction politique. Il faut de la compétence. Les sciences politiques s'enseignent à l'université. Vous savez, au Bénin, on avait une faculté où il y avait les sciences po. Mais à un moment donné, comme on est venu à la révolution, le parti dirige l'État. On n'avait plus besoin, c'est dans le parti qu'on formait tout le monde. On n'avait plus besoin, donc la faculté n'enseignait pratiquement plus les sciences politiques. Ça s'arrêtait au droit et à l'économie. Et aujourd'hui, on n'a plus des gens formés à cette matière-là chez nous. Et pourquoi, au lendemain de la conférence, on a relativement mieux réussi? Parce que vous avez un personnel de gens qui ont fait l'extérieur, qui ont milité dans des partis à l'extérieur, pour la plupart. Vous pouvez les Oumbeji, les Tivoidjire, les Amoussou et consorts. C'était des gens qui avaient des notions politiques avant de rentrer au pays et qui ont relativement mieux géré. Mais après ça, on a formé les gens où? Pour la politique. Si vous continuez à dire qu'on ne peut pas les former, on va aller tout droit vers le trou. Il faut qu'on les forme. Il faut qu'on les forme. Il faut qu'on les forme. Ils ont même les moyens de se former. Même s'ils n'ont pas les compétences, ils peuvent s'offrir les compétences avec l'argent qu'ils ont. Ils peuvent envoyer même des gens dans les universités pour aller s'enseigner ou ouvrir eux-mêmes leur école parce qu'ils ont l'argent de l'État. On ne peut pas prendre l'argent de l'État pour faire de n'importe quoi. Si ce n'est pas pour améliorer la gouvernance, pourquoi on leur donne l'argent? Ce n'est pas pour aller aux élections. On ne donne pas l'argent pour aller aux élections, on donne l'argent pour faire vivre un parti. Pour faire vivre un parti, c'est pour ça qu'on trouve par exemple que les démocrates ne sont pas organisés. Parce que tout le monde suit Yahi partout. On se demande qui fait quoi et où. Est-ce qu'il y a des commissions? Est-ce qu'il y a des endroits où ils ont des moyens, des budgets pour décortiquer l'actualité ou les problèmes du pays, aller rechercher les données pour pouvoir mieux les expliquer aux citoyens? Aujourd'hui, on ne remarque pas ça. Dès qu'on dit que Yahi bouge, tout le monde met son boubou. Et puis, c'est le plus rapide qui est à côté de lui. Ah, et on ne peut pas me dire que ça, c'est une classe politique. Et c'est pareil pour les autres partis. Là-bas, n'en parlons même pas. Vous voyez, on dit que l'UPR est en lambeau. Hein? Le BR, vous avez des militants du BR qui s'adressent à leur président sur la place publique comme si c'est un garçon de course. Ah, vous avez suivi l'épisode de l'honorable Belamassi, vous avez les Korovi, etc., qui peuvent se permettre des libertés avec leur président. Et donc, parce que ce personnel-là, à mon avis, n'est pas formé. Est dépassé intellectuellement par les événements. Intellectuellement, on n'a pas les moyens de gérer notre pays. On n'a plus de solution à aucun de nos problèmes. Aucun. On n'a même pas pu regarder pour avoir un code électoral. C'est grâce à la communauté internationale. Dès qu'on nous a laissé le code, vous avez vu ce qu'ils en ont fait. Hein? Ça devient un instrument de théâtre où chacun vient, il fait son show. Et après, bon, enfin, on est là où on est aujourd'hui. De 2019 à aujourd'hui, on ne sait pas le nombre de voix. On a modifié ce code-là. On l'a même modifié en pleine élection. En pleine élection, on a arrêté le processus pour aller réviser d'abord le code et revenir. Merci beaucoup à Arimi. Merci aussi à Vigile. On va retrouver nos deux amis, Arimi et Vigile, le dernier dimanche du mois. Ça va être le 28 avril. En temps, le dimanche prochain, on sera sur Dimanche, on se dit tout. Et si tout marche bien, on va recevoir un porte-parole des démocrates pour parler de l'actualité. Donc, merci aussi à tous les amis qui sont restés avec nous. Et la vidéo définitive sera déposée sur YouTube. Donc, ceux qui ont pris l'émission en cours de route peuvent aller quand même regarder l'intégralité à ce moment. Dans les prochaines heures, nous allons déposer cette vidéo. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Jules. Merci à tous. Merci à Rémi. Merci à tout le monde. Bye.